Maintenant, on va voir les méthodes d'analyse de l'ADN recombinant. Donc la première méthode, c'est l'isolation du fragment d'ADN. Donc on purifie l'ADN plasmidique du reste de l'ADN génomique de la bactérie pour n'avoir que le plasmide, et comme ça on pourra l'analyser. On peut aussi les faire migrer par électrophorèse pour déterminer leur taille. Et on peut séquencer les acides nucléiques, c'est-à-dire connaître leur séquence. Comment on va faire? On va utiliser la méthode de Sanger. Donc, la première étape, c'est la dénaturation de l'ADN double brin en simple brin. Donc on va chauffer pour ouvrir la double hélice. On va utiliser uniquement l'ADN matrice. Comme ça, on peut séquencer de l'autre côté. Donc l'ADN matrice, c'est celui qui est orienté de 3' vers 5'. On a besoin d'un mix de réactions. Donc en plus de l'ADN matrice, comme je l'ai dit, on a besoin d'une amorce, de l'ADN polymérase, de désoxynucléotides utiles à l'ADN polymérase, et en plus on a besoin de 10 désoxynucléotides. Donc c'est des désoxynucléotides modifiés. Donc en gros, c'est des différences dans les structures. Donc les désoxynucléotides, donc ceux qu'on a de base pour l'ADN polymérase, ils ont une chaîne OH. Comme ils ont de l'OH, en fait, c'est eux qui donnent à l'extrémité 3' le groupement OH. Mais les 10 désoxynucléotides, ils ont un O. Donc en gros, eux, ils ne pourront pas conférer à l'extrémité 3' l'OH. Donc en gros, ils ne pourront pas continuer l'élongation. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à chaque fois, il y aura des fragments. On va à chaque fois former les fragments. Et c'est ces fragments-là qui nous permettront de séquencer en fait. Donc le fragment là, imaginons on sait qu'il commence par T, il va se finir par T. Bon, j'ai dit l'inverse de ce que j'ai dit, mais t'inquiète. Bref, voilà. Du coup, on pourra en fait séquencer et avoir l'enchaînement successif des nucléosides, quoi. Et en plus de leur truc, de l'extrémité O, ils ont le fluorochrome, donc c'est une couleur fluorescente, c'est un marqueur en fait de couleur fluorescente sur la base. Comment on fait? Mais en fait, déjà il y a 4 tubes pour chacun des 4 des quatre bases. Et là du coup, c'est toutes les séquences qu'on a fractionnées grâce au di-désoxy-NTP. Et en gros, on va lire. Donc déjà c'est du bas vers le haut, donc de 5' vers 3' parce que ici 3', 5' c'est le bras matrice, et du coup nous on lit de 5' vers 3', donc le sens inverse. Donc le sens inverse c'est comme ça. Du coup, la première séquence qu'on a, c'est le A, puis le T, et en gros on lit petit à petit jusqu'à séquencer, quoi. Et en fait ça c'est chaque taille de fragment. Donc le plus petit fragment, c'est le premier fragment, après le deuxième c'est comme ça, et ça va être comme ça à chaque fois. Donc en gros, on a les nucléotides successifs, quoi. Voilà. Maintenant, du coup, il y a eu plusieurs... il y a eu plusieurs améliorations, en fait, de séquençage. Donc les premières générations de séquençage, c'était les séquençages à plaques. Et du coup, c'était sur électrophorèse. Enfin, c'était une électrophorèse sur gène de polyacrylamide. Donc en gros, ce qu'on faisait, déjà on chargeait manuellement les échantillons, on préparait les gels, mais c'était très lourd et c'était lent. Et du coup, le débit il était faible parce que comme c'était manuel, on mettait chaque échantillon nous-mêmes, du coup ça prenait trop de temps. Donc ça, c'était vraiment les premiers, c'est les débuts, mais du coup, c'était pas très efficace. Et nous, notre but, c'est vraiment d'augmenter la rapidité, donc ça ne nous intéresse pas. Ensuite, il y a eu les séquençages capillaires, donc c'est l'électrophorèse capillaire. Donc, il y a eu les monocapillaires et les multicapillaires. Les monocapillaires, on utilisait un seul capillaire, donc un seul échantillon analysé à la fois, donc c'était très lent. Mais après, il y a les multicapillaires. Les multicapillaires, ça nous permettait de faire des migrations simultanées de plusieurs échantillons. Donc, on augmente le rendement. Du coup, on augmente la rapidité, quoi. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que chaque nucléotide, il est marqué avec une couleur fluorescente chaque couleur différente. Donc par exemple le A c'est le rouge, T c'est bleu, jaune et vert par exemple. Et du coup chaque nucléotide il est marqué avec une couleur fluorescente différente pour qu'un détecteur lit les couleurs des fragments ayant migré. Donc ainsi on va obtenir un chromatogramme avec des pics colorés. Donc une couleur
c'est un nucléotide. Mais le problème, c'est que des fois, il y avait des pics ambigus. Donc là, par exemple, c'est un pic net. Pic net. Par exemple, on avait un pic net rouge, ben on savait que c'était A. Après, on avait un pic net bleu, ben c'était T, par exemple. C'était toujours comme ça. Mais des fois, ça se mélangeait. On avait des couleurs bizarres avec, je sais pas, c'était pas des pics nichens, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'il y avait des mélanges entre les bases ou des erreurs. Donc ça, c'est un taux d'erreur. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas sélectionné... Enfin, c'était une amélioration, mais c'est pas la meilleure amélioration, quoi. Donc, les limitations, comme j'ai dit, un taux d'erreur. Ouais, du coup, par exemple, quand on avait un pic ambigu, on devait reséquencer la même région plusieurs fois pour confirmer. Il y avait aussi des rendements limités car la préparation des échantillons est longue et complexe parce qu'on doit analyser... Enfin, non, plutôt. On doit dénaturer et après on doit les amplifier avant le séquençage. Et l'analyse, l'analyse informatique, donc avec le chromatogramme, tout ça. En fait, ça prenait trop de temps et tout, c'était lourd à chaque fois, donc on s'en foutait, quoi. Maintenant, on va développer des technologies. Donc, c'est les séquençages à haut débit, c'est les séquençages de deuxième génération. Il y avait le Solexa. Donc, c'était là, on faisait d'abord une amplification, puis on accrochait les fragments sur des puces. Après, on utilisait les terminateurs de chaîne réversibles, marqués par des fluorochromes pour déterminer la séquence. Il y avait les GS Flex. Donc ça nous permettait d'amplifier de l'ADN lié à des billes en émulsion. Et on faisait un séquençage par pyroséquençage. Et il y avait Solide aussi. Donc lui, c'était pareil, amplification par émulsion et hybridation ligature chimique. Ça, c'était bien, mais c'était pas le meilleur, encore une fois. Donc ça nous a amené au séquençage de troisième génération. Le séquençage de troisième génération, en fait, pourquoi on est passé par là ? Enfin, pourquoi on est passé de ça à ça ? C'est parce que là, on voit qu'on a toujours besoin d'amplifier avant. Donc on a toujours besoin d'avoir de l'ADN en très grande quantité pour pouvoir séquencer après. Mais là, la troisième génération, on n'a pas besoin de séquencer. Comment ça se fait ? C'est parce que on va fabriquer déjà une membrane artificielle ayant des propriétés électriques, et c'est très important qu'elle ait des propriétés électriques. Parce qu'après, on va insérer une protéine spéciale, donc ça s'appelle un nanopore. Donc c'est un tout petit canal, comme le dit son nom, nanopore. Et c'était des protéines, j'ai oublié comment ça s'appelle, hémolysine, ok. Bref, c'est des protéines d'hémolysine. En gros, c'est des nanopores. Et du coup, d'abord, on devait, donc l'ADN est double brun, on devait le dénaturer pour l'avoir simple brun. Et après le simple brun, il passait à travers les nanopores. Il traverse les nanopores grâce à une enzyme, donc c'est une hélicase et une endonucléase. En fait, à chaque fois... Donc attendez, je vais dessiner. Là, on a le nanopore, ok. Et là, c'est l'ADN, simple brun qui passe. Donc à chaque fois, on va dire A, T, C... En fait, ça rentre petit à petit. Et à chaque fois qu'une base entre, ça provoque... Enfin, ça perturbe le courant électrique. C'est pour ça que j'ai dit que les propriétés doivent être électriques. Parce que ça perturbe le courant électrique. Et du coup, à chaque base, le signal il est différent. Donc chaque base provoque un signal différent. Donc en fait, on pouvait juste enregistrer les variations et traduire les séquences d'ADN tout simplement.